Corps à corps à corps. Et donc il fallait parler de cette opération militaire nommée Toile d'araignée, présentée comme étant la plus spectaculaire depuis le début de l'invasion, que certains qualifient même de Pearl Harbor russe. On va revenir sur cette expression aussi. Alors en tout cas, elle est particulièrement inédite pour sa forme. 117 drones kamikazes, des drones qu'on surnomme Big Boy, qui n'ont pas été lancés depuis l'Ukraine, mais depuis des camions civils télépilotés depuis le sol russe. D'ailleurs, Volodymyr Zelensky est même allé jusqu'à un peu se vanter et raconter que le bureau de l'opération, c'est ce qu'il a tweeté sur X, de l'opération, s'est faite sur le territoire russe, était situé juste à côté du siège du FSB dans l'une de leurs régions. Voilà, il insiste là-dessus et il précise: l'Ukraine se défend et à juste titre, nous faisons tout pour amener la Russie à ressentir le besoin de mettre fin à cette guerre. La Russie a commencé la guerre et la Russie doit la finir. Je rappelle que je cite le tweet de Zelensky. Voilà, donc en tout cas dans cette opération, 4 bases aériennes stratégiques russes ont été touchées. Les services de renseignement ukrainiens revendiquent la destruction ou l'endommagement de 34% des bombardiers russes. Et une 5e base aurait également été visée sans succès. Alors, on va nous tenter de comprendre, évidemment, de mieux comprendre comment s'est passée cette opération. 2, évidemment, la guerre de communication qu'il y a autour, Pearl Harbor russe, la fin des pourparlers, ou alors un coup de pression sur la Russie. Où en est la Russie elle-même? Est-ce que, également, parce qu'on se dit que c'est une opération que l'Ukraine n'a forcément pas pu mener seule, est-ce que ça va pas nous entraîner sur la fameuse question de la guerre mondiale, ou en tout cas de l'extension du conflit? Voilà toutes ces questions qui se posent avec mes 2 invités que je suis très heureuse de recevoir. Régis Le Sommier, bonjour. Bonjour Clémence. Merci beaucoup d'être avec nous. Grand reporter, directeur de la publication d'Omerta, j'ai bien précisé. Votre dernier numéro, Trump, Poutine à l'assaut de l'Europe, c'est bien ça? Absolument, il est en Parfait. kiosque. Voilà. Il est en kiosque, dans tous les bons kiosques de Exactement. France. Et vous êtes auteur de Qui est le diable, l'autre ou l'Occident, aux éditions Max Milo. Et puis nous recevons également Maxime Chay. Bonjour. Bonjour Clémence, bonjour Régis. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste indépendant, essayiste, traducteur, spécialisé dans le domaine du renseignement, des opérations clandestines, des questions stratégiques et du terrorisme global. Donc vraiment dans le cœur de notre sujet du jour. Et puis auteur de ce livre qu'on voit à l'antenne pour ceux qui ont l'image, La guerre de l'ombre en Ukraine, aux éditions Éric Bonnier. Alors peut-être je vais me tourner justement vers le spécialiste du domaine du renseignement et des opérations clandestines pour avoir plus d'informations sur cette opération Toile d'araignée. D'abord, quels sont peut-être les détails que vous pouvez nous apporter sur cette opération, Maxime Chay? Alors déjà, le timing de l'opération est vraiment intéressant puisque à l'initiative des Russes, on a relancé les pourparlers d'Istanbul. Pourquoi on les a relancés? Parce qu'ils avaient lieu au printemps 2022. Il faut se rappeler qu'à l'époque, les Russes et les Ukrainiens étaient proches d'un deal. Et il y a un certain nombre de sources très haut placées, notamment l'ancien Premier ministre israélien Naftali Bennett, des négociateurs ukrainiens eux-mêmes qui disaient qu'ils étaient proches d'un deal, mais que l'Occident, pour être plus précis, apparemment c'est la Grande-Bretagne, c'est Boris Johnson qui avait torpillé ces pourparlers dans la volonté explicite de dire à Zelensky qu'il était le nouveau Churchill et que grâce au soutien militaire occidental, il vaincrait les Russes. Effectivement, l'année 2022, militairement, était très compliquée pour les Russes, mais là, on n'est pas du tout dans la même configuration. Oui. Et donc, je pense qu'on aurait tout intérêt à ce qu'il y ait effectivement des pourparlers de paix, parce que c'est une opération coup d'éclat qui fait penser un peu à un James Bond, effectivement, qui a été bien conçu. Il faut dire que la Russie garde peut-être pas autant ses bases que loin de la ligne de front. Donc, c'est une opération coup d'éclat, mais qui, à mon avis, a été, en termes d'appareils détruits, et peut-être exagéré. On a en open source, j'ai regardé une bonne partie de la soirée hier, on n'a pas de confirmation qu'il y ait plus de 40 appareils qui aient été détruits. Et c'est surtout une opération coup d'éclat qui masque une réalité sur le terrain qui est extrêmement difficile pour l'armée ukrainienne. D'où le fait d'ailleurs, à mon avis, que l'Ukraine souhaite qu'il y ait un mois de trêve reconductible, enfin de cessez-le-feu. La situation est extrêmement compliquée et il y a un rapport militaire en faveur des Russes, enfin une supériorité militaire en termes de nombre de soldats notamment et d'équipements qui est criante, et surtout les Russes mobilisent
rapidement des troupes et massivement des troupes, alors que les Ukrainiens, pour eux, c'est beaucoup plus complexe. On a un certain nombre de vidéos et d'articles qui émergent sur Internet qui montrent que l'armée ukrainienne est en train de kidnapper depuis un certain nombre de mois des jeunes ou des moins jeunes pour les envoyer au front de force. Donc on est dans une situation extrêmement difficile. Je m'en réjouis pas du tout pour l'Ukraine. Donc il est au moins positif que les Russes, malgré cette attaque, aient maintenu leur participation pour parler. Après, on y reviendra à mon avis, les exigences de l'Ukraine autant que des Russes me semblent inatteignables pour l'instant. Oui, d'accord. Bon, ça, on va revenir en effet aussi sur les exigences pour parler de paix. Mais d'abord, pour revenir sur cette opération spéciale, Régis Le Sommier, c'est intéressant ce qu'on vient d'entendre. C'est-à-dire que déjà, nous, on entend partout, on va dire, dans la presse mainstream, comme on dit, opération Pearl Harbor, toile d'araignée, la plus spectaculaire, gros camouflet pour la Russie. Là, déjà, on entend un autre son de cloche avec Maxime Chat qui est de nous dire attention, tout ça arrive dans une période où finalement la Russie continuait de gagner du terrain et on est très loin des images d'échecs russes qu'on nous laisse entendre. Oui, alors cette expression m'étonne, enfin, ça m'étonne toujours de voir qu'il y a des éléments de langage comme ça, on va prendre un terme à la mode, qu'on retrouve systématiquement vous parliez des médias mainstream, quand j'ai regardé un petit peu LCI ou C'est dans l'air ou des médias on va dire, voilà, et le terme Pearl Harbor se retrouvait à peu près sur tous les plateaux. Oui, c'est intéressant ça. Personne d'ailleurs n'a souligné que le Pearl Harbor des Japonais, c'était quand même très mal terminé pour eux. Oui. Et que utiliser ces analogies historiques, ça s'est quand même terminé par une bombe nucléaire, enfin deux même. Ouais. Donc, et puis par une capitulation. Donc, d'abord, en plus, ça me paraît extrêmement, comment osé discutable. comme comparaison, oui. Cela dit, Pearl Harbor a mis un peu un terme, on l'oublie historiquement, à la toute-puissance des cuirassés sur les mers, le fait que les flottes imposantes comme ça sont difficiles à protéger en fait, et que là, à l'époque, c'était l'aviation et notamment les bombardements par voie aérienne, et il y avait un côté un peu novateur de la part des Japonais. Là, les Ukrainiens, je dirais, développent un aspect novateur que les drones ont déjà montré. Les drones ont véritablement révolutionné le champ de bataille. Mais là, effectivement, c'est une opération qui montre que peut-être que ces bombardiers stratégiques, dont je rappelle l'ancienneté, les TU-22 ou les TU-95 sont des avions, je crois les derniers à avoir été produits, c'est 1991, donc on est avec des vieux appareils. Et d'ailleurs, une chose aussi, une remarque, c'est que le traité, vous savez, la Russie et les États-Unis ont pris leur distance sur des traités qu'ils avaient signés, mais il y en a un auquel ils souscrivent toujours, qui est le traité START, qui avait été signé dans les années 2010. Je crois que c'était l'accord de Prague, qui explicitement demandait aux partenaires, justement, aux signataires de ce traité, de faire en sorte que leur flotte stratégique soit visible depuis les satellites des autres. Ça veut dire qu'en gros, mettre les avions, les bombardiers stratégiques, donc sur les aéroports, comme les Américains le font à Diego Garcia et sur leur base aux États-Unis, eh bien, c'est une exigence de ce traité qui demande à ce que l'adversaire puisse, avec ses satellites, voir ces avions au sol. Et donc, en fait, là, quelque part, les Ukrainiens ont utilisé une sorte de faiblesse, le fait que ces avions soient exposés, pour pouvoir les viser. Oui, en soi, on pourrait dire que c'est pas très éthique. Si on s'en réfère, mais l'Ukraine n'est pas signataire de ce traité, mais c'est un traité qui a été signé entre les États-Unis et la Russie. Et donc, voilà. Donc ça, on peut... Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est aussi que 95% des frappes réalisées et des bombardements réalisés, soit par missiles Iskander, Caliber ou par drone en Ukraine, ne le sont pas faits par ces bombardiers stratégiques, quoi. C'est-à-dire, ces bombardiers ont été utilisés pour bombarder l'Ukraine, certaines donc là, fois. Quand vous parlez des bombardiers, vous parlez des TU, voilà. de tous ces avions qui finalement ont été
été Tupolev. bombardés là, oui. Voilà, ces Tupolev qui ont été, alors on ne sait pas exactement le nombre, là aussi, élément de langage, 40 appareils. Voilà, moi j'ai même fait mon premier papier sur le site d'Omerta en prenant ce chiffre pour argent comptant. En réalité, dans la journée hier, on a compris que c'était pas 40, qu'on était plutôt autour de 10, une dizaine, même si c'est quand même, il faut quand même le reconnaître, c'est une très belle opération. C'est très audacieux, ça combine l'audace et la technologie. Ça montre en effet qu'avec les drones, et en particulier avec les drones d'attaque FPV, on peut réaliser des choses et détruire des appareils à plusieurs milliards de dollars avec une technologie très aboutie, mais relativement bon marché, parce que ces drones ne coûtent pas si cher que ça. Oui. Voilà. Et Régis, c'est juste une question de côté, mais quand même qui se pose. Là, on arrive vraiment aussi à la question, encore une fois, éthique et presque philosophique des robots tueurs, parce que là, on est quand même très très loin. C'est un drone qui porte et qui va exposer quelqu'un. Vous l'avez vécu vous-même un peu sur le terrain avec ces drones qui passaient au-dessus de vos têtes. Vous m'aviez raconté. Bon, là, on est quand même sur un changement total de front de guerre. Non, mais avec les drones, c'est même pire par rapport à novembre dernier où j'étais, comme vous le notiez, à Koursk avec une unité de dronistes. Les choses ont encore évolué. Il y a eu les drones à fibre optique qui permettent d'éviter le brouillage, justement. Et là, les Russes ont repris une sorte de supériorité dans le domaine des drones que les Ukrainiens avaient précédemment. Aujourd'hui, je vais dire, c'est à peu près 50-50. Mais ça donne quoi? Ça donne que les rotations en première ligne se font tous les mois et demi, au lieu de se faire toutes les 3 semaines, parce que ce qu'on appelle la zone grise, c'est-à-dire l'espèce de zone intermédiaire un peu floue entre les deux ennemis, c'est largement agrandi à cause des drones. La zone grise sur les fronts du Donbass, aujourd'hui, c'est 7 km et demi. Donc c'est 7 km et demi pour arriver à ce qu'on appelle le point zéro, c'est-à-dire la zone de front. Parce que c'est la distance parcourue par le drone, en fait, c'est ça? Oui, mais il faut les faire à pied. Au début de la guerre, moi, je me souviens, j'ai des films du début de la guerre où les soldats étaient sur les BMP, c'est-à-dire les véhicules de transport de troupes, avec des grappes de soldats, en particulier pendant les périodes de boue, qui leur permettaient, avec les chenilles, d'arriver vers le front. Aujourd'hui, ils sont obligés de faire ça à pied et de nuit. Donc, c'est extrêmement délicat de faire des rotations. Pourquoi ils sont obligés de faire ça à pied? À cause des drones. Oui, mais parce que à pied, il risque autant un drone. Oui, mais un à pied de nuit, en petites unités et un soldat individuel, c'est moins facile, moins intéressant à viser. Oui, ça va, c'est moins intéressant, mais c'est toujours aussi... Oui, c'est ça. Un véhicule avec une dizaine de soldats dessus, où là, vous êtes sûr de faire mouche. Aujourd'hui, entre 0 et 5 km de la ligne de front, vous avez quasiment un véhicule, aujourd'hui, n'importe quel véhicule, a une durée de vie extrêmement limitée. C'est terrible, hein. Entre 0 et 7,5 km, c'est-à-dire un petit peu après, tout véhicule est en danger. Et aujourd'hui, notamment avec les drones philo-guidés, on a de fibre optique, on a des frappes jusqu'à 20 km de la ligne de front. Donc voilà, ça c'est pour... Après, attention, ce dont on est en train de parler, c'est-à-dire l'opération toile d'araignée, ça ce sont des drones qui se sont élevés à partir de camions, mais c'est les mêmes drones, hein, c'est du FPV. Voilà. Maxime Chape, peut-être aussi un mot sur ces drones et ce changement de typologie de guerre, finalement, aussi. Excusez-moi. Bien, il est vrai que le conflit en Ukraine pourrait être rebaptisé la guerre des drones, hein, comme on le sait tous. La réalité, c'est que, à mon avis, vu le niveau de perte humaine qui a été engendré dans cette guerre, j'estime qu'il serait temps, à mon avis, d'envisager sérieusement la paix. Mais l'ennui, c'est qu'apparemment, la production de drones d'un côté comme de l'autre continue d'augmenter et qu'on peut s'apercevoir qu'avec très peu de moyens, parce que l'opération en question a nécessité la location d'un entrepôt, quelques camions et des drones qui ne sont pas non plus une technologie, pour le coup, soit extrêmement perfectionnée. Avec très peu de moyens, on peut infliger des dommages considérables à l'adversaire. Le problème, c'est que si on regarde dans l'histoire très récente, hein, c'est-à-dire dans les derniers mois du conflit, on peut remonter à l'été 2024 notamment, ou à novembre 2024, lorsque les Occidentaux ont aidé les Ukrainiens à frapper la profondeur russe,
ou en août 2024, lorsque il y a eu l'offensive de Koursk qui a été menée. Les réponses russes ne sont pas arrivées tout de suite, mais elles ont été dévastatrices, notamment pour les infrastructures électriques ukrainiennes. Donc, c'est les civils qui pâtissent en fait des actions de leurs propres services spéciaux et de leur propre armée la plupart du temps. Là, à mon avis, la réaction des Russes, enfin, ils n'ont pas vraiment médiatisé ce qui s'est passé. Je parle de l'opération Toile d'araignée toujours. Mais il est possible qu'il y ait une riposte qui soit, à mon avis, ils vont être contraints de riposter et pourquoi pas de frapper des centres décisionnels ou même d'accélérer leur offensive au niveau du Donbass. Et je pense que comme à l'image de l'invasion de Koursk de l'été dernier, je pense que c'est une opération qui permet à l'Ukraine au niveau médiatique, au niveau mondial, de dire regardez, on est en position de force, on est en train de monter en puissance et on est capable d'infliger à l'adversaire des revers majeurs. Donc c'est plus des opérations entre guillemets d'humiliation, mais elles ont un coût humain. Les conséquences ont des coûts humains et matériels qui sont extrêmement importants. Donc c'est à la fois, je pense qu'en termes de guerre psychologique, c'est bien vu puisque les Russes se sentent vulnérables, y compris jusqu'en Sibérie. Donc là, on est vraiment face à une opération qui a été, en termes d'impact psychologique, qui a été bien montée, mais néanmoins, les conséquences pourraient être encore plus désastreuses pour les Ukrainiens. Et j'incite bien pour les populations ukrainiennes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tout intérêt à la désescalade. Le problème, c'est que aucune des parties ne semble réellement souhaiter, mis à part peut-être l'administration américaine, enfin en tout cas l'administration Trump. Le problème, c'est que le Congrès reste très anti-russe. Il est difficile de diriger le gouvernement des États-Unis parce qu'il y a plusieurs agences qui peuvent mener les politiques en concurrence avec celles qui sont prônées par le président américain. Donc Trump, là, je pense, va être contraint de durcir le ton peut-être à l'égard de la Russie. On se souvient qu'il voulait stopper le conflit en 24 heures. À mon avis, on en est loin et moi, la question qui me hante, et j'ai pas la réponse parce que c'est toujours difficile de faire de la prospective, c'est est-ce que l'armée ukrainienne sur le front du Donbass va s'effondrer? Et si oui, un tel effondrement pourrait être rapide. Le processus de débandade qui s'en suivrait pourrait être rapide parce que je ne vois pas les États-Unis continuer à livrer des volumes importants d'armement. Il est tout à fait possible que les États-Unis se désengagent, y compris en termes d'appui en renseignement. Et là, ce serait catastrophique pour l'armée ukrainienne. Oui. Et je pense que plus on retarde la paix, en fait, plus on va vers l'escalade, et plus les Russes vont être tentés de prendre, pourquoi pas, d'autres oblasts, d'aller peut-être jusqu'à Odessa. C'est pour ça que j'estime que le gouvernement ukrainien devrait faire preuve d'être un peu plus de pondération et d'essayer de... Comment dire, les exigences russes sont quand même difficiles à accepter pour les Ukrainiens, je le concède. Autant que quand on lit le mémorandum ukrainien publié hier, je vois mal la paix à brève échéance, très sincèrement. Je pense au contraire que ça peut durer, mais on peut se réjouir qu'il y ait un dialogue. Ça, c'est hyper important, qu'il y ait un dialogue direct, puisque on réduit quand même les risques d'escalade incontrôlée. Oui, pardon, là il y a un dialogue, il est un peu impacté ce dialogue. Enfin, on va continuer d'en parler avec Régis Sommier. Il y a plusieurs axes que vous avez abordés. D'abord la question de Koursk, enfin la mise en parallèle avec l'opération Koursk. Et vous en parliez déjà, Régis, ici à notre antenne, et vous étiez à Koursk vous-même. Koursk, c'est sûr il y avait aussi une formidable opération de communication, un coup présenté en tout cas par l'Ukraine, montrer regardez ce qu'on a gagné, alors que finalement c'était pas forcément une victoire si stratégique que ça en termes de stratégie militaire. Et tout de suite je vous pose les autres questions parce qu'il y a beaucoup de questions, il faudrait qu'on avance parce qu'on finalement on va arriver vite à la fin de cette table ronde. Sur en effet la stratégie, les pourparlers de paix, est-ce que il y a toujours un dialogue, souligne Maxime Chaix, est-ce que finalement ce dialogue là est à quel point ça va être freiné, c'est pour parler de paix. Est-ce que, évidemment, on le rappelait, l'Ukraine ici fait un coup, mais qui est vraiment derrière? Qui a envie peut-être aussi de faire capoter ces pourparlers? Je ne sais pas, je pose des questions.
Et on parlait du rôle des Américains. Quel est le rôle aujourd'hui encore des Américains? Je rappelle que Donald Trump en effet avait annoncé mettre un terme à cette guerre, et puis finalement, on voit que c'est plus compliqué que prévu. Et puis il a même dit le 26 mai, Poutine est complètement fou. Donc où on en est finalement dans ces négociations de paix, et à quel point ces attaques vont freiner totalement l'avancée vers une paix entre l'Ukraine et la Russie. Ouais, d'abord, les pourparlers ont eu lieu hier. Ils ont pas duré longtemps. Ils ont duré moins d'une heure. Mais enfin, on a dialogué d'ailleurs en russe, et non pas, il n'y a pas eu de traduction comme c'était le cas la première fois. Donc tout le monde parle russe, et donc ils ont parlé russe. Ce qui est intéressant, c'est qu'on fait de la diplomatie aussi, de l'échange de prisonniers ou de l'échange de corps, parce que il est prévu que 6000 corps soient restitués. Donc là, il y aura peut-être d'ailleurs une légère trêve justement pour que ces corps puissent être échangés en fait. Des soldats blessés aussi. Il y a tout un dispositif qui est mis en place. La dernière fois, il y avait eu 1000 soldats échangés de part et d'autre. C'était le plus gros échange de prisonniers depuis le début du conflit. Donc en fait, c'est un minimum commun, c'est-à-dire c'est un minimum pour continuer. Et au-delà de ça, qu'est-ce qu'on fait? On échange des mémorandums et on négocie sur ce sur quoi on va négocier en fait. Donc on n'est pas encore dans une phase extrêmement dure, mais c'est Medinsky, donc côté russe, et le ministre de la Défense ukrainien de l'autre côté, donc j'ai oublié le nom, qui sont à la tête. Donc moi je toujours dit qu'à partir du moment où quand il y aura Lavrov, et que les délégations seront un peu plus capées, à ce moment-là on aboutira peut-être à quelque chose. Pour le moment, l'idée c'est de continuer le dialogue et de continuer à Maintenant sur la question du coût, en effet, ce que disait Maxime est assez juste sur le fait que les Ukrainiens risquent de payer très cher au niveau des infrastructures civiles ce genre d'opération. Et pour ce qui est de Koursk, effectivement, la comparaison peut se faire, parce que Koursk a été extrêmement coûteux pour l'armée ukrainienne qui a engagé des bonnes unités, des unités d'élite qui ont été pour certaines sacrifiées pour finalement un résultat nul, puisque c'est même pire que nul, puisque depuis la fin de Koursk, les Russes sont pénétrés au moins à 3 endroits dans l'oblast de Soumy, qui est le nord de l'Ukraine. Ils ont fragilisé un autre maillage. Là, ils avancent, quitte à potentiellement mettre en péril la ville de Soumy. Là aussi, sur la question du terrain, parce que moi, ce que j'aime bien, c'est apporter des éléments. On a fait le dernier reportage qu'on a fait pour Omerta dans le Donbass, c'était à Chazivyar. Chazivyar, c'est une ville à l'ouest de Bakhmout, sur laquelle les Ukrainiens ont bâti une défense extrêmement solide. Là, Chazivyar est en train de craquer. 80% de la ville a été conquise par les Russes. Le centre-ville a été nettoyé, entre guillemets. Donc, il reste plus que des éléments ukrainiens sur la périphérie. Vous avez une grosse ville juste après Chazivyar qui fait plus de 100 000 habitants, qui s'appelle Konstantinovka, sur lesquels les Russes sont en train de progresser également. Et ça, c'est la zone Pokrovsk, c'est-à-dire on est vraiment dans une zone où les Russes ont commencé à établir aussi des têtes de pont de l'autre côté, à traverser la frontière d'un nouvel oblast, l'oblast de Dniepro. Donc là, il y a vraiment des signes de fragilisation du front. Là, pour le coup, c'est une avancée du front, et c'est pas une attaque ex-Nilo. Là, c'est vraiment une progression assez conséquente d'ailleurs, qui a été au départ conçue par le général Morditchev, qui aujourd'hui est le nouveau chef d'état-major de l'armée de terre russe, qui est un jeune général qui a beaucoup innové dans la guerre actuellement, en tenant compte justement de l'aspect drone. Et on est dans un système aussi où les Russes grignotent donc à Koursk, à Kharkov et à Soumy dans le nord. À mon avis, dans l'idée potentiellement de gagner un maximum de ces territoires pour pouvoir les troquer avec les bouts d'oblast du sud, c'est-à-dire les 4 régions géographiques que les Russes convoitent. Ils en ont à peu près 75%, on va dire, de Kherson, Zaporizhia. Et c'était déjà la même chose pour Koursk. Tout ça, c'était dans une opération de négociation. Là, c'était l'inverse, c'est-à-dire que Koursk, il s'agissait de prendre du territoire pour les Ukrainiens sur la Russie pour pouvoir l'échanger. Là, à mon avis,
les territoires du Nord, les Russes pourraient les échanger contre ce qui reste des oblasts qu'ils convoitent. Et ça peut être une avancée possible. Alors, juste si on s'arrête là-dessus 2 minutes, Régis Assemier, Maxime Chaise, c'est intéressant. Ça veut dire que, d'après ce que je comprends, on est un peu dans la même stratégie que course, c'est-à-dire gagner un maximum, on va dire. Oui, pour être dans la meilleure position. Et voilà, c'est ça, de mettre un maximum d'œufs dans son panier, pour le dire vulgairement, pour pouvoir faire le meilleur troc possible au moment des pourparlers. Donc on est quand même encore dans cette perspective des pourparlers et pas dans un risque d'amplification du conflit ou de guerre mondiale. Non, mais de toute façon, c'est un conflit, on l'a dit depuis le début, c'est pas un conflit, c'est pas une guerre de mouvement. C'est que la grosse différence avec la Seconde Guerre mondiale dans les mêmes régions, c'est que il y avait des offensives sur Kharkov, des offensives sur Tcherkassy, etc. Enfin, toutes les grandes batailles, et même Kursk, la grande bataille de Kursk, c'était des grosses guerres de mouvement. C'est-à-dire qu'il y avait des contournements, voilà. Là, on est sur une guerre d'attrition pure, où l'objectif, qui a toujours été affiché par la Russie notamment, est de détruire l'adversaire, c'est-à-dire de constituer justement ce qu'on appelle ces sacs à feu, c'est-à-dire quand il y a une position ukrainienne extrêmement défendue, eh bien on essaie de la contourner, de couper les lignes d'approvisionnement et progressivement d'assécher, on va dire, et de prendre sous plusieurs feux ces zones et à chaque fois de détruire le matériel de l'adversaire, en particulier pour les Russes. L'objectif, c'est toujours de détruire le matériel de l'OTAN. Moi, je suis étonné le nombre considérable que j'ai pu voir. Vous pouvez pas vous imaginer le nombre considérable de Max Pro, de MRAP, de Kazakh, enfin de véhicules, modèle OTAN que j'ai vu détruits par les Russes, en particulier parce qu'ils sont très mal adaptés pour ces régions-là, parce qu'ils sont assez hauts. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont été conçus pour les guerres de basse intensité, les guérillas en Afrique, les opérations de police au Sahel et au Moyen-Orient. Donc, ils sont en moyenne à 1 mètre, 1,50 m de plus haut que le matériel russe. Et bon, donc du coup, ils sont très visibles et sur un territoire qui est quand même relativement plat. Et ça a été un vrai problème. C'est très bien analysé d'ailleurs par Jacques Beau dans certains de ses ouvrages. Ce décalage entre le matériel de l'OTAN, dont les blindages sont extrêmement renforcés sur le bas de caisse pour éviter les IED, les bombes sous la route, mais en revanche, qui ont des faiblesses de blindage ailleurs. Et là, comme on est dans une guerre classique, une guerre de haute intensité, eh bien, c'est même les Abrams, même les Léopards sont fragilisés. Voilà. Ouais. Allez, alors, Maxime Chaise, c'est intéressant. On voit que finalement, cette guerre, ces stratégies qui sont menées d'un côté et de l'autre sont là finalement pour gagner un maximum pour les pourparlers. Donc on est quand même toujours dans une espèce de perspective finale de pourparlers. Dernière question, le rôle des Américains aujourd'hui encore, comment on peut compter sur eux ou pas pour mettre en place cette paix? Eh bien, merci de me poser cette question parce que on oublie trop souvent, je pense, en France comme en Occident plus généralement, on est quand même dans le cadre d'une guerre par procuration. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Boris Johnson. Bon, depuis qu'il est plus Premier ministre, il parle beaucoup plus franchement. C'est déjà quelqu'un de sincère à la base et de direct, mais là, il a admis qu'on était bien, nous les Européens, les Américains, en guerre par procuration contre l'Ukraine. Simplement, selon lui, on ne donnait pas les moyens à l'Ukraine de l'emporter. Le problème, c'est que les moyens militaires ont été considérables quand même. Hein. Comme disait Régis, il a observé lui-même sur le terrain énormément de matériel militaire de l'OTAN qui a été détruit. On est, nous, en Europe en tout cas, on est quand même pas très bien au niveau de nos stocks d'armement et on n'est pas en position de force. Et paradoxalement, tout en disant vouloir la paix à travers un cessez-le-feu, je trouve que comment dirais-je, l'attitude des dirigeants européens, notamment récemment le chancelier Merz, est extrêmement provocatrice. C'est-à-dire qu'en Europe, j'ai l'impression qu'on privilégie l'escalade alors qu'on n'en a pas les moyens matériels et probablement pas les moyens humains parce que la fameuse force de réassurance promue par Macron et Starmer, bah déjà, elle ne se concrétise pas. Elle est soumise au fait qu'il y ait un cessez-le-feu qui, à mon avis, va tarder à arriver s'il arrive un jour, enfin s'il arrive dans les prochains mois, et surtout à l'approbation et au soutien des Américains. Et les États-Unis, l'administration Trump est clairement opposée à cette force de réassurance. Enfin, en tout cas, elle n'y est pas opposée, mais elle n'apportera pas un parapluie militaire, si je puis dire. Donc, le rôle des Américains dans ce conflit, et depuis, comme je le dis dans mon livre, hein, comme je le démontre, je le documente dans mon livre, le rôle des Américains en Ukraine, il est
beaucoup plus ancien d'ailleurs que 2022. Depuis le Maïdan, à mon avis, les États-Unis ont vraiment fait de l'Ukraine un bastion, une sorte de bélier, un bastion stratégique contre la Russie. C'est comme ça que l'a perçu la Russie, qu'elle ait tort ou raison, mais elle percevait vraiment l'Ukraine comme étant devenue une menace existentielle, une sorte d'intégration de facto de l'Ukraine dans l'OTAN, parce que comme je le documente dans mon livre, il y a plus de 82 000 soldats ukrainiens qui ont été entraînés par l'OTAN entre 2015 et 2021. C'est considérable. Là, on est en train d'observer un potentiel changement de stratégie aux États-Unis du fait de Trump. Ah oui. Mais mine de rien, si les États-Unis, encore une fois, se désengagent de ce conflit en termes d'appui matériel et d'appui en renseignement, je donne pas cher de l'Ukraine. Les Russes pourraient avancer beaucoup plus loin dans les oblasts convoités. Donc, l'administration de Trump, là, pour le coup, est dans une posture qui est complexe. Et en plus, avec des Européens qui poussent à l'escalade en permanence et qui, je pense, devraient avoir conscience de leurs propres forces, qui sont dérisoires, malheureusement, par rapport à une armée russe qui monte en puissance, qui est aujourd'hui plus puissante qu'en 2022, au début de la guerre. Alors, très court, Régis Le Sommier qui veut réagir. Juste pour conclure par rapport à ce qui a été dit, c'est exactement ça. C'est-à-dire que Trump, s'il le veut, peut donner la victoire à Poutine. Si Trump décide de se désengager de tout arrêter, du point de vue, c'est même considérable. Starlink qui tient pour le moment l'Ukraine, il suffit qu'Elon Musk lâche tout. Mais même le renseignement, là, il y a des signes quand même assez inquiétants. Il y a une base très importante en Pologne que les Américains sont en train d'évacuer pour la rendre à l'OTAN. Alors, on ne sait pas trop quel va être le devenir de l'OTAN, mais là, actuellement, on sent quand même qu'il y a une tentation de désengagement. Et si ce désengagement va au bout, il faudra rappeler les chiffres, sur les quelques 130 milliards d'euros ou de dollars donnés à l'Ukraine, les Américains avaient donné plus de 80 milliards de dollars d'équipement. Donc, c'est-à-dire que le gros de l'équipement donné à l'Ukraine par l'Occident, c'est les Américains. Et le gros du renseignement, c'est les Américains. Évidemment. Si les Américains se désengagent, évidemment, l'Europe n'a absolument pas les moyens de prendre la place, de se substituer, et c'en est fini de la guerre. Donc, ils ont quand même un rôle assez clé dans l'histoire. C'est sûr, mais alors quel jeu joue-t-il vraiment Que se passe-t-il dans la tête de Donald Trump Veut-il vraiment se désengager Trump, je pense, veut absolument que cette guerre s'achève le plus vite possible. Le problème, c'est que il n'a pas compris que ni les Russes ni les Ukrainiens sur le terrain ne basaient leur action autour de lui. Et c'est le problème de Trump, c'est que il veut que tout se base autour de lui. Le roi soleil moderne. Merci beaucoup, Régis Le Sommier. Je rappelle le dernier numéro de Merta, Trump, Poutine à l'assaut de l'Europe, et votre livre Qui est le diable, l'autre ou l'Occident, aux éditions Max Milo. Régis Le Sommier, donc directeur de publication de Merta. Merci beaucoup à vous, Maxime Chèvre. Je rappelle que vous êtes journaliste, essayiste, traducteur spécialisé dans les domaines du renseignement et auteur de La guerre de l'ombre en Ukraine. Pour ceux qui ont l'image, on peut voir ici la couverture aux éditions Éric Bonnier. Merci encore Maxime Chèvre, merci Régis Le Sommier. Merci Tout de suite, beaucoup. on continue. Chers amis, on vous l'avait promis et ça y est, on se développe, on ouvre de nouvelles émissions. Vous avez déjà connu et rencontré les Tintins pour leur nouvelle émission des Tintins qui marche très fort. Évidemment, l'émission d'André Berkoff. Cette semaine sort une nouvelle émission scientifique. On va tenter de poser de véritables questions sur des débats scientifiques qui ne sont pas fermés, contrairement à ce que on veut nous faire croire. Donc pour toutes ces émissions et encore d'autres, comment reprendre le pouvoir politique aussi, une autre émission à suivre, et puis des émissions historiques, géopolitiques et bien d'autres qui vont arriver. Il nous faut de la place parce que évidemment la première chaîne est déjà très prise par toutes les émissions et diffusions du matin notamment. Donc il faut qu'on ouvre une nouvelle chaîne et il faut que vous suiviez le mouvement surtout et que vous ayez tout de suite vous abonner à la nouvelle chaîne. Il faut aussi en parler à tout le monde. On compte vraiment sur vous parce que si on veut ouvrir ces nouvelles émissions, il faut que vous suiviez le mouvement et vraiment que vous alliez vous abonner tout de suite à la nouvelle chaîne YouTube. C'est pas compliqué, c'est gratuit, ça se fait en 2 clics. On vous met tout de suite le lien là, pouf, il apparaît. Le lien, vous pouvez vous abonner. C'est Toxin Plus, c'est ça, la nouvelle chaîne YouTube, Toxin Plus, pour toutes les émissions de l'après-midi. Donc, vous pouvez la trouver sur Toxin-Plus en lettres majuscules ou tout simplement, on va vous mettre le lien et vous cliquez immédiatement. Je vous fais confiance. Allez-y tout de suite. 1, 2, 3, Toxin Plus, allez-y.